Bonsoir les camarades, et tout d'abord merci beaucoup à l'Union Pirate pour l'organisation de cette conférence. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir et d'être aux côtés de mes camarades, et notamment merci à la FPS qui, ici à Brest, mais partout en France, mène un combat sans relâche depuis des années pour qu'on se batte aux côtés du peuple palestinien. Merci aussi évidemment à Cécile et à Pierre-Yves qui, ici, portent l'honneur de la France insoumise et continuent le combat pour la paix. Et si on se tient toutes et tous ici, c'est pour faire cette promesse qui est qu'on ne cessera jamais de parler de la Palestine, tant qu'il y aura un génocide en cours et tant que la justice ne sera pas passée en Palestine. Parce qu'on le sait... Ah non, je ne veux pas faire comme Pierre. On le sait toutes et tous, il n'y a pas de cessez-le-feu en Palestine. C'est du bullshit pour que les États occidentaux aient bonne conscience. Et les États occidentaux ont sauté sur l'occasion de ce cessez-le-feu et du plan Trump, qui n'est pas un plan de paix, qui est un plan de colonisation pour arrêter très tranquillement de parler de la Palestine et pour abandonner l'idée de sanctions envers le gouvernement génocidaire en Israël. Et je vais prendre un exemple très simple qui est celui de l'Union européenne. L'Union européenne qui, en septembre, a commencé à se dire peut-être qu'il faudra sanctionner Israël, notamment avec la suspension partielle, il ne faut pas abuser, de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Cet accord, c'est l'accord de la honte, parce que cet accord fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial d'Israël, avec un accès préférentiel notamment pour les produits israéliens en Europe. Sauf que dans cet accord, on a une clause de respect des droits humains. Et qui dit que si on ne respecte pas les droits humains, si Israël ne respecte pas les droits humains en Palestine, alors cet accord doit être immédiatement suspendu. Mais cet accord est violé tous les jours en Palestine, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, avec une colonisation qui s'accélère, avec la violence des colons. Donc même si on regardait simplement la Cisjordanie, on devrait déjà suspendre immédiatement cet accord. Et donc on a décidé une suspension partielle au mois de septembre, qui n'est pas encore rentrée en application. Et là on a l'Union européenne qui nous dit, finalement, pas besoin de sanctionner parce que maintenant il y a la paix en Palestine. Et c'est le même raisonnement qu'adoptent tous les États occidentaux, en se disant, voilà, maintenant circuler, il n'y a plus rien à voir, alors qu'on sait toutes et tous ici que cet accord, ça a été dit, a été violé plus de 500 fois, qu'il y a des centaines de blessés, des centaines de morts, et à chaque fois on parle du chiffre, mais derrière ce sont des réalités très concrètes, de vies brisées, de familles brisées. On parle d'une génération d'enfants traumatisés, où on est presque à en plaindre les survivants, parce que les enfants qui vont survivre à ce génocide auront marqué au fer rouge dans leur peau les traumatismes actuels, le fait quand même de ramasser des morceaux de corps de ses propres parents, de sa propre famille. C'est de ça dont on parle très concrètement, et ça, c'est toujours en cours en Palestine. Et donc évidemment, on est là pour rappeler le fait qu'on a un peuple palestinien qui se bat pour sa dignité, pour sa survie, pour la survie de sa culture, de sa terre, et que évidemment, nous, notre rôle, c'est d'amplifier la voix des Palestiniennes et des Palestiniens. Et justement, les flottilles, c'est un outil pour continuer de parler de la Palestine. Et ces flottilles, elles n'ont pas pris la mer que cette année. Ça fait des années qu'il y a des flottilles qui partent parce qu'il y a un blocus illégal organisé par Israël depuis 2007 qui met sous tutelle la Palestine et en l'occurrence Gaza, qui fait en sorte que les Palestiniens ne puissent pas être souverains, notamment de leurs échanges économiques. Et donc on a un blocus qui est en cours depuis 2007 et qui s'est intensifié évidemment depuis maintenant 2023. Et c'est pour ça qu'on part, c'est pour parler de la Palestine. C'est pour donner de la force aussi aux camarades en Palestine qui suivent tout ce que l'on fait. Parce que ce qu'essaye de faire Netanyahou, c'est à la fois d'isoler physiquement le peuple palestinien, mais aussi d'isoler psychologiquement le peuple palestinien pour que les Palestiniens se disent « le monde entier nous abandonne ». Et si on regarde les gouvernements, c'est vrai. Tous les gouvernements du monde, quasiment, tournent le dos au peuple palestinien et se couvrent de honte en étant soit passifs, soit complices dans le génocide en cours. Mais nous, notre force, c'est de dire les peuples, eux, ne se reconnaissent pas dans les décisions de leur chef d'État. Que les peuples, eux, jusqu'au bout, sont solidaires du peuple palestinien. Et donc, notamment, nous, on recevait des messages pendant les flottilles de Palestiniens à Gaza qui nous disaient « Alors, vous en êtes où? Vous êtes à combien de jours de navigation? Quand est-ce que vous arrivez? On vous attend sur la plage. » Enfin, ça rendait, en fait, cette action extrêmement concrète. Ah, c'est bon. Je sais pas comment ça marche. Oui, bizarre. Mais donc, on savait pourquoi et pour qui on y allait. Et il faut quand même se dire que
que ces flottilles, c'était pas tant un test pour Israël qu'un test moral très pratique pour les États occidentaux. Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que l'objectif de ces flottilles, c'était de briser le blocus illégal et d'apporter de l'aide humanitaire. Il faut rappeler une chose très simple. Livrer de l'aide humanitaire à un peuple délibérément affamé, c'est parfaitement légal. Naviguer en eau internationale, c'est parfaitement légal. Naviguer en eau palestinienne, parce qu'il s'agit d'eau palestinienne et pas d'eau israélienne, c'est parfaitement légal. Et ce qui est totalement illégal, c'est d'effectuer un acte de piraterie en mer, c'est de kidnapper des civils non armés et de les mettre en prison. Ça, c'est illégal. Et évidemment, personne dans cette salle n'est surpris du fait qu'Israël ne respecte pas la loi. Je veux dire, quand on tue des enfants, on est capable de tout. Donc Israël, on n'attendait rien d'Israël. Par contre, on attendait que les États occidentaux protègent leurs ressortissants. C'est le minimum. Et la France, notamment, n'a absolument rien dit, rien fait. Quand je suis partie pour la première fois sur le Hadala, donc c'était cet été, on a eu un tweet de Jean-Noël Barrot, donc qui est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui nous disait que aller à Gaza était dangereux et parfaitement déconseillé, que les conseils aux voyageurs s'appliquaient aussi aux députés insoumis, et que les flottilles ne contribueraient en rien à résoudre la crise humanitaire en cours. Je cite. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'aller à Gaza c'est dangereux? Parce qu'il y a un génocide en cours qu'il est incapable de nommer, et qu'il y a un responsable qui est Netanyahou, qu'il est incapable de dénoncer et sanctionner. Ensuite, évidemment, on n'était pas des voyageurs, mais après, on est d'accord que dans l'absolu, des civils n'ont rien à faire en eau internationale pour livrer l'aide humanitaire. C'est parce que lui, en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ne fait rien qu'on est obligé de partir, qu'on est obligé d'être face à l'armée israélienne. Et la France, elle est complice de multiples façons. Déjà, quand elle réprime les mobilisations pour la paix dans son pays, quand elle met en garde à vue des jeunes qui ont simplement hissé le drapeau palestinien dans la rue, elle est complice quand elle ne décrète aucun embargo sur les armes, alors qu'on sait qu'il y a des munitions françaises, des pièces d'armement françaises qui partent en Israël, et que le seul objectif de cet armement, c'est pas de se défendre pour Israël, c'est de tirer des balles dans la tête d'enfants. Et la France le sait. Et la France est donc délibérément complice du massacre d'hommes, de femmes, d'enfants en Palestine. Elle est complice quand Netanyahou survole tranquillement l'espace aérien français et que la France ne l'arrête pas, alors que c'est une obligation légale. Netanyahou est sous mandat d'arrêt international. La France a le devoir de l'arrêter. La France, elle est complice quand elle ne décrète aucune sanction économique et diplomatique contre Israël. Et évidemment, on le sait tous ici, la reconnaissance de l'État palestinien, Emmanuel Macron l'a fait parce qu'il était acculé par notre mobilisation, mais en plus, c'est une reconnaissance qui n'est pas satisfaisante, parce que notamment, il se permet d'y poser des conditions, notamment le fait que la Palestine n'ait pas d'armée, mais la souveraineté d'un État, c'est souverain. Donc bien sûr qu'un État doit bénéficier de sa propre armée. Mais on sait qu'il a fait ce pas-là parce qu'on l'a poussé à le faire. Sinon, il l'aurait fait depuis des années. Ça fait des années que ce bonhomme, il est président. Donc ça montre au moins une chose, c'est que nos manifestations, toutes les semaines, depuis le début du génocide, eh bien, ça fonctionne. Il faut vraiment avoir conscience que tout ce que l'on fait a une utilité très concrète. Évidemment, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, et ce sera toujours insatisfaisant tant qu'il y aura des bombes qui pleuvent sur la tête des Palestiniens et tant que la justice ne passera pas, parce qu'on l'a évoqué avec ce fameux plan de paix avec des gros guillemets, il n'y a aucune mention, aucune notion de justice. Il n'y a pas la mention du droit au retour des Palestiniens, il n'y a pas la notion du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Évidemment, si on veut une paix durable, il faut qu'il y ait la justice avec. Et il faut quand même se dire que voilà, la mobilisation, elle paye. Notamment, on l'a vu avec ces flottilles, on avait un risque imminent et concret d'attaque de grande ampleur d'Israël sur la flottille. On avait des informations comme quoi Israël commençait à appeler les ambassades en Europe en disant nous n'avons pas peur de faire des blessés ou des morts, nous sommes prêts à attaquer très violemment la flottille, est-ce que vous êtes OK avec ça? Ils ont notamment appelé l'Allemagne, personne n'est surpris ici je pense, et on se doute de la réponse de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas bloqué cette idée, mais si on n'a pas été attaqué, c'est parce qu'on a été accompagné par des navires militaires de l'Italie. Parce que c'est une chose d'attaquer des civils, Israël l'a déjà fait. Il le fait évidemment en Palestine, mais on a aussi une flottille qui avait été attaquée en 2010, et il y a eu 10 morts. Mais évidemment, puisque
le monde extrêmement raciste, puisque c'était des Turcs, on n'en a pas parlé. Mais Israël a déjà tué des civils non armés qui étaient en mission humanitaire et politique. Et si l'Italie a envoyé 2 bateaux, c'est absolument pas parce que Meloni soutient le peuple palestinien. C'est une personne d'extrême droite qui est sioniste et qui soutient Israël et Netanyahou. Mais elle l'a fait sous pression, parce qu'il y avait 1 million d'Italiennes et d'Italiens qui étaient descendus dans les rues en soutien au peuple palestinien. C'est parce qu'il y avait les dockers italiens qui ont dit si vous touchez à un cheveu de nos camarades des flottilles, alors on paralyse l'Europe. Et c'est parce qu'il y a eu cette pression et ces blocages économiques qu'elle a été obligée d'envoyer des bateaux et que ça a eu du coup la conséquence très concrète de nous protéger. Et c'était la première fois qu'on avait des États, notamment l'Italie, l'Espagne, qui se positionnaient sur ces flottilles. Mais ça met aussi en lumière le fait que d'autres États ne se sont pas positionnés, notamment la France, et on l'a vu aussi quand nous avons été placés en prison. Il y a des camarades qui sont sortis dès le premier jour, notamment les camarades de Malaisie, parce que la Malaisie soutient la Palestine et qu'elle a exigé leur libération d'Israël. Pareil pour l'Italie, pareil pour l'Espagne. Et nous, les Français, on restait en prison. Donc on comprenait que Macron n'a absolument pas décroché son téléphone pour dire libérez-les. Alors qu'on parle quand même de ressortissants français kidnappés en toute illégalité et placés en prison. On aurait été kidnappés par la Russie, Macron serait allé dans son jet privé nous chercher en personne. Mais là, puisque c'est Israël, on ne dit rien. Et c'est parce que la Grèce a envoyé un avion pour rapatrier tous les Européens qu'on a pu rentrer. Et nous, quand on est arrivé du coup en Grèce, on s'attendait à voir le consul français nous donner des billets d'avion pour qu'on puisse rentrer en France. Il y avait le consul français, mais il n'avait pas des billets dans sa main. Il avait des bouteilles de Coca-Cola, en disant « Je n'ai pas de billets pour vous, mais on vous a ramené à manger et du Coca-Cola. » Donc le gars, il ne sait pas qui il est en face de lui. Les bouteilles de Coca-Cola ont fini à la poubelle, mais il nous disait « Non, par contre, j'ai pas de billets d'avion, désolé, c'est à vos familles de vous les envoyer. » Mais on était en tenue de prison, parce qu'on sortait de prison, on n'avait évidemment aucun effet personnel, donc même aucun téléphone portable pour réceptionner les billets. Donc on s'attendait à ce que la France fasse le minimum syndical et nous renvoie chez nous. Et même ça, ils n'en ont pas été capables. Et c'est les organisations, alors c'est la France Insoumise qui a aidé justement à prendre en charge le billet pour nous ramener, et c'est les organisations de solidarité avec la Palestine qui ont pris en charge les billets des autres camarades. Mais ce n'est pas la France. Donc on voit très bien que la France n'avait aucun problème avec le fait que des ressortissants soient placés en prison, kidnappés, et qu'il faut continuer à mettre la pression pour que ça ne puisse plus arriver. Mais pour dire juste un mot de ce qu'on a pu voir dans cette fameuse prison, parce qu'on a été placé dans une prison à haute sécurité en plein milieu du désert, et c'est une prison qui normalement est réservée aux otages palestiniens et palestiniennes. Et notamment sur les murs de nos cellules, il y avait des messages écrits, et il y avait notamment un message terrible qui disait « On nous demande de faire nos affaires, on espère que c'est la liberté ». Mais on sait que ce camarade n'a pas été libéré. Ils ont été déplacés de prison pour que nous, on puisse y rentrer parce qu'on était 500. Et sur ces mêmes murs, il y avait des impacts de balles. Dans le mur de la cour, il y avait une énorme trace de sang séché. Donc on ne peut pas savoir avec exactitude ce qui s'est passé, mais ça laisse imaginer toutes les horreurs qui s'y déroulent quotidiennement quand il s'agit d'otages et de prisonniers palestiniens. Parce que nous, on était protégés. Oui, on a été violentés quand on est arrivé au port, mais c'était absolument rien par rapport à ce que vivent les otages palestiniens. Nous, on le sentait qu'ils voulaient nous faire du mal, mais qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'il y avait la pression internationale, parce que pour la plupart, on était européens. Parce qu'on se sentait protégés et on sentait qu'ils ne pouvaient pas déchaîner leur violence sur nous. Mais du coup, ça en dit quand même long sur les horreurs qui s'y déroulaient avant et qui ont sûrement cours encore aujourd'hui. Et on le voit, quand il y a quelques corps qui sont rendus à la Palestine, on voit les traces de torture sous ces corps. Et c'est quand même une folie que les médias n'en parlent pas. Parce que je parlais de la complicité des gouvernements, mais on peut aussi parler de la complicité des médias, notamment des médias français et des médias du service public. Notamment quand Trump a annoncé pour la première fois qu'il voulait faire de Gaza la nouvelle Riviera du Moyen-Orient, et qu'il y a eu un débat sur France Info pour étudier la faisabilité du projet en invitant un expert du tourisme. Enfin, il faut mesurer la dérive qu'on est en train d'emprunter, mais à toute vitesse. Et pareil, quand on invite à longueur de journée Olivier Rafovitch, qui est porte-parole de Tsahal, et qui met littéralement des cibles sur la tête des journalistes palestiniens.
Parce que quelques jours avant l'assassinat, notamment du journaliste Anas Al-Sharif, on avait Olivier Rafovitch qui disait « Oui, il y a des pseudo-journalistes, j'ai leur nom, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des alliés du Hamas. » Et quelques jours après, les journalistes d'Al Jazeera ont été assassinés, et lui, il préparait le terrain en France à l'acceptation du fait qu'on les tue. Et donc évidemment, ça a été dit, un jour il faudra que tous ces gens rendent des comptes. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se mobiliser jusqu'au bout, parce qu'on a des moyens de mobilisation. Il y a effectivement le fait de manifester, de continuer à manifester, à se rassembler, à porter la voix des Palestiniennes et des Palestiniens ici. Il y a le fait de partager encore les vidéos sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut montrer cette réalité, il faut se dire que déjà il faut un courage immense pour être journaliste en Palestine, et eux font l'honneur du métier. Et les journalistes en France, quand ils ne sont pas solidaires de leurs confrères qui meurent en Palestine, eux se plongent dans la honte. Donc il faut continuer à relayer tous ces gens qui filment leur vie. Il faut continuer à les montrer parce qu'on sait que les médias ne relayeront pas ces images. Il faut aussi utiliser l'arme du boycott parce que ça fonctionne. Notamment, il y a Carrefour qui a fermé en Jordanie grâce au boycott. Donc il faut continuer à faire ça. La question du jumelage a été évoquée. Et donc il y a aussi la question du déjumelage avec les villes israéliennes. Pareil dans les universités, pour arrêter les partenariats entre les universités françaises et les universités en Israël quand elles participent directement au génocide, quand c'est en fait des projets de recherche qui aident l'armée par exemple. Donc on a des moyens de pression qui existent. Du fait de notre complicité, on peut aussi stopper et on doit stopper cette complicité. Parce que oui, il y a les flottilles qui sont en moyen de mobilisation en mer et des bateaux continueront de partir tant qu'il y aura un blocus illégal, mais il y a la mobilisation à terre qui est tout aussi importante, voire plus importante. Parce qu'on a ici des entreprises qui sont directement complices du génocide, des entreprises d'armement qu'il faut bloquer. Et il y a une carte qui montre tous les points de blocage que l'on peut mettre en place, en France comme partout en Europe, comme partout dans le monde, et donc il faut réussir à créer cette coordination internationale pour bloquer à la racine ce génocide. Et c'est ça aussi qui était beau avec les flottilles, c'était le fait qu'on parle souvent de solidarité internationale et la Palestine la rend extrêmement concrète. Quand on voit autant de ressortissants de pays aussi différents, avec des parcours très différents, des engagements militants très différents, mais qui se retrouvent sur la même position sur la Palestine, qui se retrouvent sur les mêmes bateaux, dans les mêmes cellules, c'était un moment qui était dur, mais aussi extrêmement beau, parce qu'on se rend compte de la puissance du peuple quand il se met ensemble, et on se rend compte qu'en réalité, chacun dans nos pays, on combat tous la même chose, à savoir l'impérialisme et le colonialisme. Parce que ce que nous montre la question de la Palestine, c'est que le temps des colonies n'est pas fini, et que tous les États occidentaux sont encore imprégnés de ce colonialisme. Parce qu'on disait, le plan Trump, c'est un plan colonial qui a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est approuvé par les États occidentaux, parce qu'on est incapable de se détacher de cette colonisation. Et que quand on se bat pour la Palestine, on se bat pour tous les peuples opprimés, notamment au Congo, notamment au Soudan. Il faut aussi parler des autres génocides, parce que ce sont aussi des questions coloniales, parce que c'est pas... Au Soudan, c'est pas une guerre civile, c'est un conflit qui se joue par procuration entre des puissances étrangères qui arment les milices. Donc c'est extrêmement important de parler de tous ces sujets, de tous ces conflits, et se dire qu'à la racine, c'est la colonisation. Et que...